Bonjour à tous, bienvenue aux 10 minutes juridiques, votre bimensuelle vidéo avec le cabinet d'avocats Lando Associés par VK. Comme tous les 15 jours, des brèves et un grand dossier qui, c'est la saison, va être le survol de la loi de finances. Mais tout de suite, 15 brèves pour 15 jours, avec tout d'abord un grand focus sur la responsabilité pénale. L'Observatoire de la SMAC fait tous les ans un rapport. Ce rapport est cette année tout à fait passionnant, avec beaucoup de jurisprudence et des statistiques passionnantes et un peu terrifiantes, puisqu'on découvre que le nombre d'élus locaux et de fonctionnaires territoriaux condamnés reste stable, mais que le nombre de mises en cause pénales, mises en examen, explose, et en fait les enquêtes préliminaires explosent plus encore. Ce qui veut dire pour les personnes intéressées que y a toujours pas plus de coupables, mais il y a toujours plus de personnes mises en examen pour rien. Avec une prédominance du délit de prise illégale d'intérêt et d'atteinte au marché public, c'est vraiment les deux zones dangereuses, faut le dire et le redire. Les infractions de négligence et d'imprudence, on va essayer de baisser en imprudence à titre principal, restent sous contrôle. Merci la loi Fauchon. Avec une petite baisse récente des mises en examen en revanche. Retrait de délégation. Un élu, adjoint au maire, conseiller délégué, peut se faire retirer cette délégation de fonction. Mais il faut que ça soit en lien avec un objet municipal. D'où le fait que les maires un petit peu habiles transforment des litiges parfois extra-municipaux en petites querelles municipales trouvables afin de pouvoir retirer la délégation de fonction. Est-ce qu'un adjoint qui dépose un recours contre la commune, mais à titre personnel, mais qui ne communique pas là-dessus, a déjà suffisamment créé un problème municipal pour qu'on lui retire sa délégation de fonction? La réponse est non. 3. La Cour des comptes donne, comme tous les ans, l'occasion de son rapport sur la finance locale, ses bonnes et ses mauvaises notes. Alors, elle considère que l'élève métropole peut mieux faire, que les élèves collectivités locales ont un peu de mal à passer la crise, surtout pour le département qui est un élève décrocheur. Cour des comptes toujours, mais cette fois-ci, elle-même, l'institution des chambres régionales des comptes, chambre territoriale des comptes, Cour des comptes. Il y a quelques mois, nous avons reçu le président du syndicat de juridiction financière et la professeure Madame Damaret pour parler des réformes en cours qui allaient venir. Eh bien, ça y est, on s'en rapproche. Le rapport Damaret est sorti, le rapport Basser est sorti, c'est dans le même document, mais ils ne disent pas la même chose. Voici ce que dit le rapport Damaret, avec une rejuridictionnalisation d'un certain nombre de choses sur les ordonnateurs, suppression de la CDBF, fort assouplissement des relations avec le comptable et surtout une sortie de la responsabilité du comptable telle qu'on la connaît aujourd'hui. Sur ces points, le rapport Basser est assez d'accord, sauf que lui veut carrément que la Cour des comptes échange. Les comptes cessent d'être des juridictions. Par contre, on renforce un petit peu la CDBF. La Cour des comptes a riposté dès le 18 décembre en disant que non, il fallait qu'elle reste une juridiction. À suivre. Fonction publique, on a eu 2 décrets sur le forfait mobilité durable, FPT, FPH, et le décret sur le congé de proche aidant, qu'on appelle parfois le relayage ou le terme canadien baluchonnage. Ces décrets sont sortis également pour les contractuels de droit public et fonctionnaires. Le Conseil d'État, de son côté, et le Conseil constitutionnel n'étaient pas tout à fait mis d'accord après des décisions de mai, du 1er juillet, du 3 juillet, de septembre, sur ce que l'on doit faire et qui est le juge des ordonnances de l'article 38 de la Constitution quand il n'y a pas eu de loi de ratification dans les délais. Ouf, le Conseil d'État a rendu une décision qui est enfin claire et où en fait il accorde son violon sur celui du Conseil constitutionnel, ils ont accordé leur violon. En matière de concurrence, il arrive parfois que des sociétés répondent à des appels d'offres via différentes filiales pour mieux inonder le marché ou en réalité revenir proposer des variantes. En droit de la concurrence, c'est désormais légal sous certaines réserves, mais en droit des marchés publics, ça reste bien illégal si ces entreprises, ces unités ne sont pas réellement indépendantes commercialement. Conseil d'État 8 décembre 2020. Conseil d'État en contrat toujours, la résiliation tacite des contrats de la part de la personne publique avait été à moitié reconnue par différentes décisions, dont une importante du 27 février 2019. C'est maintenant clair avec un vrai mode d'emploi. Conseil d'État 11 décembre 2020. Mais attention, ça veut dire que l'acheteur public, le co-contractant public cesse d'entretenir la relation avec son partenaire contractuel, mais qu'au bout d'un certain temps, il ne la fait plus vivre cette relation. Il ne résilie pas, mais il résilie en fait.
ça sera presque toujours fautif pour l'administration, bien sûr. Question d'eau maintenant. On a une nouvelle refonte de la directive sur la qualité des eaux potables, d'origine citoyenne, c'est la première fois au niveau européen, avec 5 chantiers, une adaptation des paramètres de qualité, une approche assez nouvelle fondée sur les risques, une harmonisation des normes sur les matériaux qui entrent en contact avec l'eau potable, une amélioration de l'accès des consommateurs à des informations récentes et des nouvelles garanties pour l'accès à l'eau pour les groupes vulnérables et marginalisés, avec l'espoir évidemment d'une réduction de la consommation de l'eau en bouteille. Cette directive n'est pas encore publiée, mais ça va se faire sous peu. Les États membres auront 2 ans pour transposer tout ceci, ou 2 ans à partir des normes. Certaines normes arriveront un tout petit peu plus tard. Environnement toujours, mais cette fois-ci, les autorisations environnementales ou autres actes environnementaux. Beaucoup de décisions environnementales de l'État étaient faites avec des évaluations préalables qui dépendaient en fait de l'autorité administrative qui allait ensuite donner l'acte. C'était pas assez impartial, pas assez indépendant, ça donnait lieu à pas mal de censures contentieuses. Ces censures contentieuses, pour éviter qu'elles n'explosent, il y a eu une validation législative. Dans quelles conditions cette validation législative est-elle conforme? Des conditions très souples et qui feront passer entre les mailles du filet la plupart des actes, nous dit la CA de Lyon 4 décembre 2020. Le Sénat de son côté a planché sur les élections, encore et toujours. On a parlé, il y a quelques semaines ensemble, de la possibilité d'assouplir les procurations. On va vers ça. On a parlé de la possibilité de faire quelques souplesses sur le bureau de vote. À suivre. On a parlé d'un report à juin. C'est quasiment acté. Mais on a beaucoup parlé de la possibilité de faire des élections par correspondance ou par voie électronique. Le Sénat estime qu'il n'a pas le temps de sécuriser tout ceci d'ici à juin et donc, tout en retenant le principe peut-être, enterre le dossier pour l'instant sous l'œil amusé du gouvernement puisque c'est ce qu'il préconisait depuis le début. Descendons au niveau de l'administré maintenant. Le théâtre Cergy-Pontoise a rendu une décision qui a fait grand bruit puisqu'elle dit qu'un administré a toujours le droit d'être accompagné d'un avocat pour ses démarches. Alors, en l'occurrence, c'était sur le droit des étrangers, ok, mais si j'applique ceci à la règle et que ça remonte de même nature, dans le même sens, jusqu'au Conseil d'État par exemple, ça pourrait changer la vie de pas mal d'administrations parce que les usagers auraient toujours une sorte de droit à se faire accompagner d'un avocat. Emploi maintenant. La loi sur l'emploi dans l'activité économique, c'est une amélioration avec beaucoup de choses sur l'amélioration de l'insertion par l'économie. Et le territoire zéro chômeur de longue durée, cette loi est enfin publiée. Aide toujours, mais aux collectivités. Il y a eu des instructions importantes sur l'aide pour les ponts ruraux, un pont d'or pour les ponts ruraux, aide importante aussi sur l'outre-mer, à voir. Et enfin, déploiement des tests antigéniques au sein des entreprises et des collectivités, 2 circulaires à connaître, et attention, voici, il y a des références, car parfois il faut aller se faire déclarer avant d'engager ce genre de démarche. Mais passons au dossier, survolons la loi de finances. Après 8800 amendements, la loi de finances initiale a été définitivement adoptée. Elle n'est pas encore passée au Conseil constitutionnel. Elle formalise et précise le plan de relance, 100 milliards quand même jusqu'en 2022, donc 42 avant de fin 2011, et 4 milliards par exemple pour la rénovation énergétique des bâtiments. Elle prévoit une baisse des impôts de production, très discutée bien sûr, et elle confère au bloc communal un filet de sécurité sur les recettes fiscales. Ce n'était pas dans le texte initial. Alors sur tout ceci, posons des questions à Marc-Antoine Vincent de Challenge Public, à Pascal Emès d'Emès Conseil et à Jean-Baptiste Gaudin de Public Avenir. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, Marc-Antoine, est-ce que tu peux nous faire une synthèse des mesures supposées soutenir les collectivités ? La loi de finances pour 2021, c'est celle du plan de relance à 100 milliards d'euros, dont une quarantaine pour 2021. Un tiers de cette somme sera consacré au territoire et distribué dans le cadre d'enveloppes régionales ou infrarégionales, notamment au niveau intercommunal. Il y aura donc de l'argent en 2021 pour investir, à condition toutefois de rentrer dans le cadre stratégique fixé par l'État. Les canaux habituels du soutien à l'investissement local, la DETR, la DSIL, la DPV, seront quasi stables, autour de 1,5 milliard d'euros. S'y ajoutera la DSIL exceptionnelle tout de même, introduite en loi de finances rectificative pour 100 millions d'euros en 2021,
c'est-à-dire 10% seulement de l'enveloppe qui était initialement prévue, le reste venant en 2022 et 2023. La DSID des départements est en léger recul à 160 millions d'euros. Alors cette relative stabilité des dotations d'investissement peut surprendre, mais en réalité, le soutien d'État passera principalement par les crédits du plan de relance. Il reste à espérer que les collectivités sauront s'en saisir en présentant des projets subventionnables et que les crédits seront mieux consommés que ceux de la DSIL et de la DETR. Notons au passage que la DETR sera recentrée sur les territoires ruraux. Le gouvernement présente l'automatisation du versement du FCTVA comme une mesure de soutien à l'investissement. C'est curieux, car c'est une mesure qui était dans les tuyaux depuis un petit moment et elle ne devrait modifier qu'à la marge le mode de calcul et les montants perçus par les collectivités. J'insiste beaucoup sur les mesures de soutien à l'investissement, car nous sommes en début de mandat et les élus ont naturellement plein de projets en tête. Mais ces projets ne seront réalisables que si la capacité d'autofinancement des collectivités est préservée. Et de ce point de vue, il reste beaucoup d'incertitudes. Heureusement, le gouvernement a accepté de reconduire en 2021 le filet de sécurité pour les communes et les EPCI en limitant la garantie aux seules ressources fiscales. Il a toutefois accepté de couvrir les pertes de droits de mutation des communes de moins de 5 000 habitants non classées stations touristiques et il prendra en charge 50% des abandons de loyers consentis aux entreprises. Pascal, peut-être un petit focus sur la question de la réduction des bases des établissements industriels avec des conséquences pour les collectivités. L'article 4 sur la réduction de moitié des bases des établissements industriels, aussi bien sur le foncier bâti que sur la CFE. Cette mesure s'inscrivant dans le cadre de la baisse des impôts de production. Cette diminution de base sera compensée et la compensation sera égale aux bases réduites, calculées chaque année et multipliées par le taux 2020 de la collectivité, foncier bâti et ou CFE. D'abord, il s'agit clairement d'une perte d'autonomie fiscale de la collectivité puisque le supplément de recettes en cas de hausse de taux sera réduit de moitié. Ensuite, j'ai deux interrogations. 1. La compensation prévue par la loi sera-t-elle pérenne dans le temps? 2. Cette mesure aura des conséquences sur le potentiel fiscal. Bien sûr, la compensation sera retenue dans le potentiel fiscal, mais on va remplacer un produit théorique, calculé à partir d'un taux moyen national, par une compensation calculée à partir du taux de la collectivité. Et donc cela va faire bouger le potentiel financier et donc par là même les dotations et le FPIC. Impact 2022, conséquences à calculer. Et Jean-Baptiste, est-ce que tu pourrais rapidement nous brosser les autres aspects importants de cette loi de finances initiale? Depuis 2018, les relations entre l'État et les collectivités locales peuvent se résumer en deux constats. Le premier constat, c'est que contrairement aux deux précédentes mandatures, les collectivités locales n'ont pas subi de baisse de leur dotation globale de fonctionnement. Celles-ci ont très légèrement progressé depuis 2018 et l'État a renforcé également le soutien, le niveau des dotations de soutien à l'investissement territorial. Le deuxième constat, c'est que l'État, depuis 2018, a voulu une réduction très importante des impôts pour les ménages et les entreprises. Ce sont ainsi près de 40 milliards d'euros de baisse d'impôts à horizon 2023. Sur ces 40 milliards, 60% concernent les collectivités locales, taxes d'habitation et impôts de production. Deuxièmement, ces baisses d'imposition sont aujourd'hui uniquement financées par du déficit et de la dette publique, compte tenu que la croissance ne sera pas au rendez-vous pour les prochaines années. Pour les collectivités, dans leur prospective financière et dans la stratégie du projet de territoire, il sera donc très important d'anticiper, au moins à partir de 2023, un effet important du contexte financier qui se traduira soit par une nouvelle baisse des dotations après les élections présidentielles, soit par l'approfondissement de la stratégie des contrats de Cahors, c'est-à-dire demander aux collectivités de maîtriser davantage l'évolution de leurs dépenses de fonctionnement. Cette nouvelle stratégie ne pourra pas se faire sur la même marge de manœuvre fiscale. C'est donc toute une nouvelle réflexion sur le financement du territoire et l'allocation des ressources qui devra être mise en œuvre dès maintenant. Bien, merci à tous. Au revoir
Merci. Merci, Merci. au Au revoir. revoir. Au revoir. Et puis merci à vous. Merci à tous. Excellente fête de fin d'année. À bientôt. Au revoir. Pensez à vous abonner. Joyeuses fêtes.